Réduire de 90% vos pannes, ça vous intéresse? Avec la méthode qu'on va voir ensemble maintenant dans cette vidéo, c'est ce que vous allez faire. Vous avez encore en mémoire ce jour où à cause d'une panne, vous n'avez pas pu produire pendant plusieurs jours? Vous vous en rappelez? Les délais clients n'étaient plus tenus et vous deviez appeler chaque client pour annoncer un retard sans pouvoir donner de délai fiable. L'horreur. D'ailleurs, pour être vraiment honnête, pour certains, vous avez préféré attendre qu'ils vous appellent en espérant que d'ici là, le problème soit résolu. Et ça, je comprends tout à fait. Lorsque le téléphone sonnait, vous étiez mal à l'aise car vous n'aviez pas de bonnes nouvelles à donner, vous ne pouviez recevoir que des coups sans rien dire, et personne n'aime ça. Vous auriez fait n'importe quoi pour réparer cette panne, vous aviez cette douleur en vous, cette frustration, vous êtes promis de remettre à plat toute la maintenance du site, mais depuis, la panne a été réparée et le quotidien a repris le dessus, mais vous sentez toujours cette épée de Damoclès au-dessus de votre tête. Savez-vous que selon le groupe ARC, 82% des pannes sont considérées comme aléatoires? Oui, 82%. C'est beaucoup et ça ressemble plus à la loi de Pareto et pourtant c'est vrai. Je sais, c'est beaucoup, mais voilà qui prouve bien que ce problème est bien plus complexe qu'il en a l'air. Est-ce que cela veut dire que produire sans panne est une cause perdue? Pas du tout. Et nous allons voir ça ensemble dans cette vidéo où je vais vous donner une solution efficace, applicable tout de suite. Je me présente rapidement, je m'appelle Yohan Caballero et je travaille depuis plus de 10 ans dans l'industrie afin de rendre les usines plus rapides grâce à la puissance des logiciels dédié aux industriels, utilisé au bon endroit par la bonne personne, de la bonne manière, au bon moment. J'ai pour habitude de dire que le logiciel apporte autant et même plus que l'électricité a apporté en son temps. Personne n'imagine produire aujourd'hui sans électricité, pourtant c'est toujours possible, mais tellement plus fastidieux et coûteux. Eh bien, sans logiciel, on est aveugle et on utilise uniquement son instinct qui nous joue souvent des tours. C'est ce qu'on va pouvoir aussi un peu voir ensemble. Si pendant cette vidéo vous avez senti que vous avez besoin de plus d'informations sur un point technique, économique, humain ou autre, n'hésitez pas à le dire en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Retour au problème. Vous souhaitez produire sans interruption et pourtant, les pannes vous y en empêchent. Pour éviter d'être en rupture dès la moindre panne, vous avez fait du stock à différents endroits. Et cela vous dérange car vous savez en connaisseur du lean management que le stock c'est de l'argent immobilisé et que ce n'est pas bon pour la trésorerie. Pourtant, quand vous regardez vos mainteneurs, ils ne chôment pas. Ils sont constamment en train de régler, contrôler et dépanner des équipements. Mais alors, d'où viennent ces pannes? Est-ce que mes mainteneurs sont suffisamment compétents? Comment se débarrasser de ces pannes? Et surtout, est-ce rentable de s'en débarrasser? Bien que ce sujet de l'effort de maintenance versus le coût de production soit un sujet très important et fera l'objet d'une prochaine vidéo, si vous êtes là, c'est que vous savez déjà que ce coût de non-production est important. Il y a un gain rentable à réduire les pannes liées au stock de sécurité créé pour parer à cette éventualité en plus des coûts d'intervention, des pièces à commander d'urgence et surtout le coût de non-production. Vos mainteneurs, vos opérateurs et vous avez sûrement pensé à rénover les équipements qui tombent souvent en panne. Pourquoi? Car dans notre vie personnelle, nous avons pris l'habitude de remplacer plutôt que de réparer. Par exemple, il y a 2 mois, mon propre rasoir électrique est tombé en panne. J'ai donc regardé sur le site du fabricant, sur des sites spécialisés, sur la notice, et j'ai aussi démonté et regardé moi-même ce qui marchait pas. Finalement, c'était le moteur électrique qui tournait plus. Quand on regarde le prix du moteur électrique, les frais de port et le temps que je vais y passer, finalement on est très proche, voire presque plus élevé que le prix d'un nouveau rasoir électrique. J'ai donc, comme tout le monde, décidé de le remplacer. À l'inverse, il y a 2 semaines, quand j'étais chez mes beaux-parents, le lave-linge est tombé en panne. Pour être précis, c'était la porte du lave-linge qui se libérait pas. J'ai donc encore été sur la dock du lave-linge, le site du constructeur et d'autres sites spécialisés de dépannage, et j'ai découvert que c'était le contacteur qui bloquait. Je me suis mis à l'œuvre, j'ai réussi à débloquer le lave-linge, mais la porte du lave-linge s'est cassée. J'ai pu la remplacer pour à peine 15 euros puisque c'était la poignée qui s'était cassée. Et je me suis rendu compte que pour 15 euros, j'avais économisé 600 à 1000 euros de remplacement d'un lave-linge. Ce qu'il faut retenir de mes 2 anecdotes, c'est qu'en nous avons tous ce biais qui nous dit que quand l'équipement est âgé, il vaut mieux le remplacer plutôt que de le réparer. Et ça, c'est valable dans la vie courante, mais aussi quand nous sommes au travail. Rappelez-vous, ayez toujours ça en tête, l'étude du groupe ARC qui dit que seuls 18% des pannes sont dues à l'âge des équipements dans l'industrie. Je précise bien que c'est une étude sur les équipements industriels. Ce n'est donc pas la piste à envisager en premier pour des équipements industriels. Et tant mieux, car c'est de loin la plus coûteuse. Attaquons-nous donc ensemble à ces 82%. Les 82% dits aléatoires sont en réalité dus à 4 choses. La mauvaise utilisation des équipements, la négligence de l'entretien basique, les erreurs durant la mise en route et les erreurs durant l'installation initiale ou et la maintenance majeure. On va donner un exemple par bullet point. Qu'est-ce qu'une mauvaise utilisation des équipements? Il y a beaucoup d'exemples possibles, mais je vais en faire un simple. Un exemple caractéristique est le coup de bélier. Pas le brutal qui casse instantanément une conduite, non, on parle de celui qui est invisible et qui ne fait aucun bruit, mais qui finit quand même par casser la même conduite après quelques mois, voire quelques années. Qu'est-ce qu'un coup de bélier? C'est assez simple. Imaginez une pompe avec une vanne, derrière une conduite à angle droit, et vous démarrez en on-off la pompe à chaque fois avec la vanne. Mais le constructeur de votre installation n'a pas prévu que vous démarriez à 100% directement, mais que vous fassiez un démarrage progressif. Ça veut dire que si vous faites ce démarrage à plein tout le temps, vous allez finir par détruire petit à petit la conduite, ou pire, quelque chose en aval de cette conduite qui, a priori, n'a aucun lien avec cette pompe. Et là, c'est très difficile de détecter que la
cause racine sera ce démarrage trop brutal. Un autre exemple peut être par exemple le cas classique d'une pompe avec une vanne de régulation derrière. Si à chaque fois vous avez un décalage entre le démarrage de la pompe de 2 secondes et l'ouverture de cette vanne, vous allez forcément user cette vanne. Pareil avec le même principe de coup de bélier. Et là, c'est pareil, ça va pas mettre une journée, une heure, une seconde, ça va plutôt mettre quelques mois, voire quelques années avant d'arriver et vous aurez beaucoup de mal à détecter que c'était dû à ça. Passons au deuxième cas de panne, la négligence de l'entretien basique. Le cas classique, c'est les filtres ne sont jamais ou très peu nettoyés. Pourquoi? Parce que si vous oubliez une journée de nettoyer un filtre, ça n'aura aucune incidence. La machine va continuer à marcher, elle sera pas en panne, elle marchera pas moins bien, tout sera complètement pareil. Si vous oubliez 2 jours, pareil. 3 jours, pareil. Le problème, c'est qu'au bout de quelques mois, peut-être quelques semaines, voire quelques années, là, les filtres vont se boucher. Normalement, les machines modernes vont s'arrêter et vous allez détecter qu'il faut changer le filtre. Là, et on a deux possibilités. La première, c'est qu'en général, on change le filtre. Néanmoins, ça veut dire que pendant plusieurs, on va dire semaines ou mois, on a tourné avec un filtre encrassé. Donc la machine a peu apprécié. Mais ça ne l'a pas détruit. Donc on pense que tout va bien. Le deuxième cas, le plus amusant, c'est un cas que j'ai malheureusement beaucoup vu. Le mainteneur ou l'opérateur, peu importe, se dit, ah, le filtre m'empêche de produire. Alors, j'enlève le filtre. Et là, c'est terrible. Parce que pareil, il enlève le filtre, on démarre, ça marche. Toute la journée, ça marche. Toute la semaine, ça marche. Mais pareil, au bout de quelques semaines, voire quelques mois, et là en général pas quelques années, là vous êtes sûr que la machine va avoir un pépin, une panne assez conséquente, puisque les filtres sont pas là pour protéger des parties non critiques. Et donc vous allez tomber en panne. Et vous voyez que c'est vraiment cet enchaînement de mauvaises décisions prises tous les jours qui mène à cette panne longtemps après. Et vu que c'est long après et que la cause à effet n'est pas dans la seconde, on a en général beaucoup de mal à mettre ses propres actions ou les actions des différentes personnes face à la conséquence qui est la panne. Passons au troisième cas, l'erreur durant la remise en route. Imaginez un démarrage après une remise en route le lundi matin avec une vanne d'aspiration fermée. C'est un cas très connu, c'est la fameuse cavitation. En général, c'est mortel. Et pourtant, ça arrive encore. Pourquoi ça arrive de temps en temps encore? C'est que on démarre comme on a l'habitude de démarrer, ou alors on a un nouvel opérateur. Et ça, c'est assez fréquent. Donc là, j'ai parlé d'une vanne d'aspiration qui reste fermée, mais ça peut être aussi beaucoup d'autres négligences lors des redémarrages courants, après soit un arrêt du week-end ou un arrêt de la nuit, soit un arrêt pour un changement de série, soit un arrêt après une maintenance mineure. Donc voilà, on va dire une remise en route classique, pas une grosse remise en route. D'ailleurs, parlons maintenant de la grosse remise en route. Quand est-ce qu'elle a lieu? Après l'installation initiale, forcément, puisque c'est la première mise en route, ou une maintenance majeure. Imaginez une maintenance majeure où on en a bavé, on a été pressé par le temps pour finir vite, car il faut produire et tout le monde est tendu. Une maintenance habituelle, me direz-vous peut-être. Bien sûr, c'est souvent les contrôles élémentaires dans ces cas-là qui vont beaucoup trop vite. Une des nombreuses possibilités pourrait être l'oubli d'un outil sur un jeu de barre. Là, c'est tout de suite flash électrique et destruction de l'armoire. Plus vicieux, un serrage insuffisant d'une phase. Là, il faudra quelques jours, voire quelques semaines, mais même conséquence, un flash avec destruction totale en général de l'armoire générale de basse tension. Si cela arrive en plus la nuit, vous êtes sûr que là, c'est l'incendie assuré. Parce que oui, et ça on le verra une autre fois, 80% des feux sont dus à une origine électrique dans l'industrie. Comment remédier efficacement à ces 4 causes de panne qui ont en commun l'humain? On pourrait par exemple se dire, on n'a qu'à former tout le monde pendant 3 semaines. Former tout le monde pendant 3 semaines, c'est très coûteux à produire, coûteux en production pendant qu'on envoie tout le monde à 3 semaines en formation, et destructeur de motivation et de confiance. Si vous réunissez tout le monde et leur expliquez de but en blanc que 82% des pannes sont dues exclusivement à un facteur humain, cela revient à dire que c'est exclusivement de leur faute. Pas terrible pour amener des gens à accepter votre future proposition dans laquelle ils vont avoir un rôle à jouer. Si bien sûr, votre style de management est patriarcal et basé sur la peur, allez-y. Mais moi je n'y crois pas beaucoup. Pourquoi? Premièrement, le personnel avant de vous rejoindre avait des compétences théoriques et a acquis sur votre site les compétences pratiques et spécifiques à vos installations. Il y a donc fort à parier que la méthode d'apprentissage utilisée sur votre site est à améliorer. Comment est-ce possible? Voici un exemple. On pense souvent à tort que les opérateurs de production savent parfaitement conduire leur ligne et le font tous de la même façon comme ils l'ont appris pendant leur formation. Normalement, en écoutant cette phrase, vous avez tiqué sur deux choses à minima. Formation et conduite tous de la même façon. C'est normal, vous avez remarqué des différences de cadence entre certains. À quoi est-ce dû? Certainement au fait qu'ils conduisent donc différemment la ligne. Mais pourtant, ils ont reçu la même formation, le même guide. Êtes-vous sûr qu'ils ont reçu la même formation, le même guide? D'ailleurs, ce guide est-il à jour? Dans la majorité des cas, ils ont plutôt reçu l'information des différentes personnes qui les entourent, comme le responsable de la production, le responsable des méthodes, le responsable de la maintenance, les autres opérateurs, le chef d'équipe, etc. Bien plus que dans le fameux guide de formation, ou plutôt le guide de conduite de la ligne. Avec tout ça, chacun se fait un peu son melting pot, et donc se crée sa propre formation. On comprend donc que c'est pas étonnant finalement que chacun conduise un peu à sa façon la ligne. Et ce fameux opérateur qui s'est formé de cette façon-là, lui-même en formera un autre,
autre, puis un autre, puis un autre. Vous voyez où je veux en venir? Le fameux bouche à oreille avec perte et déformation à chaque passage. Pour les mainteneurs, on pourrait se dire que normalement ça devrait être plus carré, puisqu'ils ont les schémas électriques, les guides de procédure de l'installateur, etc. Et pourtant, c'est la même chose. Pourquoi? Parce qu'ils procèdent de la même façon. Quand ils arrivent, ils se font leur formation avec ce que leur disent leurs collègues mainteneurs, le chef de la maintenance, mais également les opérateurs de production, le responsable de production, les méthodes, etc. Bien sûr, ils ont les documentations de maintenance, mais ils en ont trop et surtout, ils sont en général indigestes. Donc on apprend plus vite grâce à ce que nous disent nos collègues que avec les documents. Et comme on dit tout à l'oral, forcément, à chaque fois qu'on dit quelque chose, on le répète d'une façon différente. Et pareil, à un instant T, on n'a pas la connaissance qu'on aura un an après. Donc, si Gérard, qui est nouveau, arrive par exemple en 2020, il n'aura pas la même information que Philippe, qui arrive en 2021. Donc, pas la même formation, et eux-mêmes, quand ils recevront un nouveau collègue et qu'ils lui parleront globalement de toutes les installations, ils ne le feront jamais de la même façon. C'est d'ailleurs pour ça que chez vous comme partout, vous avez sûrement entendu, pour cette panne, demande à Gérard. Pourquoi? Parce qu'on sait que Gérard, sur ces pannes-là, par exemple la mécanique, et la mécanique en particulier des moteurs, c'est lui qui a lu le plus de procédures, ou c'est lui qui a le plus d'expérience dans le dépannage, donc qui s'en tire le mieux. Et on se retrouve souvent à avoir des spécialisations par expérience plus que par corps de métier. Dans le cas de la production comme de la maintenance, on sait qu'à la livraison de la ligne, des procédures ont été livrées. Or, à la réception, on a vérifié que la ligne produisait et non pas que la documentation et la formation étaient digestes, ergonomiques et applicables. Résultat, on se retrouve avec un gros dossier, complètement indigeste, et on se fait ses propres procédures dans sa tête. Souvent, par peur d'être arrogant ou pour vouloir masquer un manque de connaissances sur un sujet, on n'ose pas partager ses propres procédures en se disant qu'elle n'est pas parfaite et donc que les autres ont certainement mieux. Or, souvent, ce n'est pas le cas. Ils ont soit pas de procédure, soit quelque chose d'équivalent, et ce travail collaboratif pourrait permettre, s'il était mis en commun, de créer la meilleure procédure. Mais revenons à ces procédures livrées. Est-ce que c'est l'installateur qui est fautif, qui n'a pas fait le travail? Pas du tout, parce que personne ne lui a dit aussi spécifiquement que sur la machine et sur la supervision ce qu'on attendait de la formation et des procédures pour permettre la conduite et la maintenance. N'étant lui-même pas exploitant, il ne peut pas envisager comment conduire ou maintenir une machine. Par contre, vu qu'il est installateur, il sait très précisément techniquement ce qu'il faut faire et ne pas faire. Donc, en général, ces procédures sont très détaillées, trop détaillées, et c'est pour ça qu'elles sont difficiles à utiliser au quotidien par les mainteneurs et les opérateurs. Il faut donc pallier à ça en créant des procédures digitales. C'est tout? Il faut juste créer des procédures digitales? On met les PDF dans des tablettes et c'est réglé? Non, surtout pas, parce que le digital amplifie tous les problèmes du papier. Or, on l'a vu, à la réception, les procédures livrées sont indigestes, parfois peu ergonomiques et trop compliquées. Si on les digitalise telles quelles, le résultat sera catastrophique. Le digital doit permettre de faire ce qu'on ne peut pas faire avec le papier, c'est-à-dire donner la bonne info au bon moment, de la bonne manière. Aujourd'hui, souvent, que ce soit au travail ou à la maison, on a beaucoup d'informations, voire même trop d'informations. Le principal souci, ce n'est pas de trouver l'information, mais de sélectionner la bonne information. Par exemple, récemment, j'ai été à la reprographie pour imprimer juste un document que j'avais sur mon ordinateur. Eh bien, le vendeur m'a fait payer 15 centimes. Cela m'a étonné parce que je sais que le nouveau tarif, c'est 20 centimes. Pourquoi il s'est trompé? C'est très simple. Derrière lui, et pourtant c'est à l'accueil, il n'a que ça à voir, c'est le seul document. Il a un format A4 qui est rempli de tarifs que j'ai rapidement compté, il y en a 45. Il a les 45 prestations que fait la reprographie avec les tarifs en noir et blanc. Il n'y a que ça. C'est parfait au niveau procédure papier. Et pourquoi il ne l'a pas regardé pour voir que le tarif était 20 centimes et pas 15? Parce qu'il y a trop d'informations, c'est fatigant, c'est pas sélectionné, et le faire quotidiennement pour tous les clients qu'il voit, c'est trop difficile. Donc il le fait pas systématiquement et il se trompe. Alors que si quand je lui avais dit que je voulais juste une photocopie noir et blanc et qu'il avait utilisé son imprimante, là ça sortait directement le tarif, il pourrait jamais se tromper. Et c'est ça qui est important dans le digital, c'est cette sélection d'informations. Vous avez bien compris, il avait seulement un A4 avec tous les tarifs et aucune fioriture. Et pourtant, il n'a pas fait l'effort de regarder. Pourquoi? Est-ce que c'est un mauvais employé? Pas du tout. Mais tout humain qui se retrouve face à un 4 avec 45 tarifs et qui voit une trentaine de clients par demi-journée, forcément, il ne regarderait pas à chaque fois. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, il a l'impression de connaître le tarif. Et il avait raison, c'était le tarif de 2020, mais on est en 2021 et le tarif a changé. Donc pendant un certain temps, il ne va pas s'en rendre compte jusqu'à ce qu'il s'en rende compte. Et là, c'est rien du tout, on parle de centimes. Mais imaginez qu'il fasse la même erreur sur des tarifs plus élevés, que tous ses collègues fassent pareil. Et bah, vous pouvez être sûr que le chiffre d'affaires 2021 va être impacté au début. Et c'est sur ces petits détails qui paraissent sans importance qu'on va démultiplier des gains énormes. Nous allons maintenant étudier un court exemple de ce que pourrait être une procédure pour l'industrie. Par exemple, on va étudier une procédure de démarrage de ligne. Vous utilisez votre téléphone et vous flashez le code de la machine. Donc on met
des flashcodes devant chaque point d'intérêt. Ce qui fait que quand, avec votre téléphone, vous allez flasher le code de la machine, déjà ça va sélectionner uniquement les procédures de cette machine. Donc vous enlevez 80% des autres procédures. Puis, on lance la procédure qui s'appellera démarrage de ligne. On aura le choix entre plusieurs procédures. S'il n'y en a qu'une, par exemple, on ne laissera pas le choix. On écrira en gros démarrage de ligne sur l'écran. L'opérateur clique dessus et ça lance la procédure. Si on en a 2 ou 3 procédures, on peut mettre les 2 ou 3 procédures, les titres à l'écran et l'opérateur choisit. Si à l'inverse, imaginons, ça fait des années que vous avez ça et maintenant sur cette machine, vous avez une trentaine de procédures, là, ce qu'il faudra faire, c'est un champ sélectif. Qu'est-ce que c'est? Pas plus compliqué. Imaginez Google, le champ de recherche. Quand vous commencez à taper, ça s'affiche. Et ça sera exactement ça qu'il faudra faire avec, donc ça sera un champ, et en dessous, le top 3 ou le top 5, ça dépendra de la taille de l'écran, des procédures qui sont le plus utilisées, comme par exemple démarrage arrêt des lignes, diagnostic de un élément, etc., etc. Revenons à notre démarrage de ligne. Donc j'ai flashé le code, j'ai cliqué sur démarrage de ligne, qu'est-ce qui se passe? Première chose sur ce démarrage de ligne fictif, j'entends bien, on va checker les arrêts d'urgence. C'est très classique, donc on demande à l'opérateur, est-ce que cet arrêt d'urgence que tu vois là est enclenché ou non? Qu'est-ce que c'est ça? L'arrêt d'urgence, c'est une photo. C'est un test en fait. Parce qu'on se dit toujours à l'opérateur, ouais, vérifie que les carteurs sont fermés, que les fils ne sont pas encrassés, que les arrêts d'urgence ne sont pas enclenchés, etc., etc. Mais est-ce qu'on a seulement vérifié qu'un jour, on a montré à l'opérateur qu'est-ce qu'un arrêt d'urgence enclenché, relâché, un filtre propre, un filtre sale? Et là, quand je parle des filtres, c'est plus compliqué. L'arrêt d'urgence, en général, très rapidement, il va le savoir. Le filtre propre ou sale, eh ben là, c'est nuancé, parce que c'est pas 1 ou 0 comme l'arrêt d'urgence. Donc, on a besoin de photos. Et là, c'est un test simple. Il clique oui ou non. Et là, je vous montre les coulisses. S'il a cliqué oui, alors que c'était non, alors on le bascule sans qu'il le sache sur une vidéo ou une formation ou un QCM qui explique rapidement qu'est-ce qu'est un arrêt d'urgence enclenché, déclenché, voire un tout petit peu plus. Attention, il faut que ce soit court. Très important de se limiter, de ne pas être trop exhaustif. Une fois qu'il aura fait cette petite bascule de formation, on va dire, ça le renverra vers le début de la formation où on lui refera le même test. Cette fois, il ne va pas se tromper. Il va mettre non. Et là, on arrive sur le deuxième écran qui lui demandera de vérifier l'arrêt d'urgence de l'armoire avec le nom dessus. Et là, au lieu de seulement écrire vérifier l'arrêt d'urgence de l'armoire, disons TT42, on va écrire ça, mais on va mettre une photo plan large et une photo plan serré. Et ce que je conseille aussi, c'est que sur la photo plan large, où on voit par exemple qu'il y a 4 armoires qui se ressemblent beaucoup, on l'entoure de façon grossière pour dire c'est cette armoire-là. Évidemment qu'une fois qu'il aura démarré 10 fois la ligne dans sa vie, il ne se trompera plus d'armoire. Mais rappelez-vous, on parle de mobilité d'opérateurs sur plusieurs lignes, de pouvoir un opérateur qui est malade seconder un autre opérateur sur une ligne qu'il ne connaît pas, de prendre des intérimaires, etc., etc. Donc, vous allez souvent avoir du nouveau personnel que vous allez devoir former. Et comme on sait que la formation est principalement orale, elle est principalement incomplète. Donc, il faut ces procédures qui paraissent bateaux, mais qui permettent de ne pas rater les points importants qu'on oublie forcément avec le temps. Donc, qu'est-ce que ça donne à l'écran? Chose toute simple que j'ai fabriquée moi-même. Il voit la question, est-ce que l'arrêt d'urgence de l'armoire de la ligne 412 a été relâché? Avec plan large, plan serré. Et là, il met oui, non. Pareil, qu'est-ce qui se passe après ça? Là, on pose une autre question. On lui pose par exemple, quelle est la température, en précisant laquelle, TT104 dans notre cas, du réacteur? Avec une copie de l'écran de supervision pour bien qu'il sache sur quel écran, avec quelle température qu'on va entourer, on veut voir. Selon la réponse qu'il va mettre, par exemple en dessous de 50 degrés, au-dessus de 50 degrés, encore une fois, on va pouvoir faire un arbre qui va soit permettre de dire là c'est un cas défaillant, le réacteur ne devrait pas être chaud ou froid, peu importe, on va dire qu'il ne devrait pas être chaud. Normalement, si la ligne avait arrêté, il devrait être à température ambiante, voire un peu plus si on est en été. Et donc, on va l'amener vers un diagnostic de panne. Et c'est là où la procédure digitale est très 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 forte. C'est comme vous l'avez vu, premier gain, on peut emmener vers une autre formation la personne, on vérifie entre guillemets ses acquis, et là, on peut vérifier au démarrage qu'il n'y a pas de panne et qu'il n'y a pas d'élément qui empêcherait de fonctionner. Pourquoi? C'est qu'il y a de fortes chances que si la température, par exemple, si elle ne devait pas être au-dessus de 50 degrés, mais qu'elle l'est, on puisse quand même démarrer, c'est-à-dire que l'automatisme ne va pas l'empêcher. Sauf si réellement on était à 900 degrés par exemple, ce qui est impossible. Mais si on est un peu trop élevé, c'est pas une notion suffisamment perturbante pour empêcher le démarrage de la ligne, donc on va démarrer et tout va bien se passer. Mais c'est une notion de ce que j'appelle signal faible qu'il va falloir garder en mémoire. Et donc là, en le traçant, on va demander à l'opérateur de faire certaines actions, comme par exemple va contrôler l'étanchéité, va voir le moteur, etc., etc., de peut-être reprendre des valeurs, reprendre des photos, écrire du texte. Et tout ça,
Ça va vous créer soit un ordre de travail pour un mainteneur qui va ensuite voir s'il y a vraiment une panne, voir si on a vraiment détecté une panne, corriger cette panne. Et sinon, si en fait c'était que quelque chose de mineur et sans importance, alors on va revenir dans la procédure classique et on va juste tracer, entre guillemets, cet événement anormal. Pourquoi? C'est que si l'événement anormal, par exemple, il a lieu tous les lundis à la même heure, au redémarrage, à 6 heures du matin, on va commencer à chercher qu'est-ce qui peut bien se passer pendant le week-end qui fait que tous les lundis matin à 6 heures du matin, quand je redémarre, j'ai au-dessus de 50 degrés. Alors que quand je redémarre le mardi, le mercredi et les autres jours de la semaine, je n'ai pas ce souci. Et on va se rendre compte de quelque chose, qui serait par exemple que finalement je me suis rendu compte que ma chaudière, je ne l'éteignais pas, et donc que je faisais tourner de la vapeur tout le temps dans mes tuyaux et que ça chauffait mon réacteur. Est-ce que c'est un problème? Oui, non. Est-ce que je dois corriger? Oui, non. Mais au moins, on a détecté un signal faible. Ça, c'est important. Autre chose, si vraiment c'était une panne et on a envoyé donc l'ordre de travail au mainteneur, c'est corrigé. Donc, vous voyez la puissance de ces procédures digitales, c'est qu'à travers une simple procédure de démarrage qui, pour l'opérateur, est transparente, quand il l'a fait bien et qu'il n'y a pas de panne, quand il l'a fait bien, il check les arrêts d'urgence, il fait oui, tout va bien, la température, elle est à 42, paf, 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 en 5 étapes, on va dire, ou 6, et 1 minute chrono, il a démarré la ligne. Quand il y a des cas anormaux, il va mettre plus longtemps pour démarrer sa ligne, mais vu qu'il va être guidé, pour lui ça va être complètement transparent, mais il va donner beaucoup d'informations aux autres personnes qui pourront travailler sur est-ce que j'ai une panne forte, faible et est-ce que je dois la dépanner. Et ça, c'est très important. Ce qu'il faut retenir, il ne faut pas laisser de place à l'interprétation, il faut choisir un outil qui vous permettra de voir une seule étape à la fois et n'affiche pas la prochaine avant la validation. Nous avons tous trop tendance à vouloir sauter les étapes parce qu'on se sent tous plus intelligents que les autres et en particulier plus intelligents que celui qui a fait la procédure, même quand c'est nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous avez une procédure avec différentes étapes sur une même feuille, forcément vous pouvez rien y faire, c'est humain. Vous allez scanner le document en entier et regarder la dernière étape. Et si vous voyez que les étapes intermédiaires, c'est entre guillemets des petits contrôles informatifs, vous allez les sauter. Vous allez bien tenir au début, mais forcément il y a au moins une fois de temps en temps où vous allez les sauter en disant ah ça je l'ai déjà fait, c'est bon je connais. Et qu'est-ce qui empêchera de ne pas le faire sur la procédure digitale? Rien du tout. Si la personne ne veut pas contrôler les arrêts d'urgence, elle ne les contrôlera pas. Par contre, si vraiment de temps en temps on veut faire un contrôle et on peut prévenir les opérateurs, c'est important, faites-le, c'est que on peut dans ces outils informatiques tout tracer, notamment le temps entre chaque étape. Si on sait que le temps de contrôler les arrêts d'urgence puis les quelques contrôles préliminaires, ça doit prendre en gros, allez, 5 minutes. Si on voit que ça a pris moins de 10 secondes, ça veut dire tout simplement que les gens font oui, 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 et on sauté les étapes. Donc, si on voit que ça arrive souvent, que entre guillemets, le temps moyen, le nombre de fois où le temps est en dessous de 10 secondes est important, par exemple, on va dire 52 fois sur les 400 derniers arrêts, donc c'est loin d'être négligeable, et ben on va devoir pourquoi. Est-ce que les gens ne le font pas et là c'est plus du disciplinaire qu'il faut traiter ou est-ce qu'ils ne le font pas parce que par exemple le fait de contrôler on va dire je sais pas quel carter, le carter n'existe plus et donc il faut supprimer l'étape ou parce que c'est mal écrit et il faudra le faire d'une autre façon. Donc on a vraiment deux cas encore une fois. Et c'est pour ça que c'est intéressant de tracer. Il faut le dire avant aux opérateurs. On va tracer pour deux raisons. Un, s'assurer que tout le monde suive les procédures et le fasse bien. Et deux, et c'est la case la plus importante, c'est une façon de vérifier que certaines choses sont faites par tout le monde de la même façon et sont bien faites. C'est-à-dire, si l'étape n'est pas adaptée, on le verra, parce que vous passez trop de temps ou pas assez. Et si on voit des gros écarts entre certains d'entre vous, c'est l'étape de la procédure n'est pas claire. Pourquoi Georges met 1 minute à checker les arrêts d'urgence alors que Jeannette met 15 minutes? Est-ce qu'on n'a pas indiqué clairement où c'était ou qu'est-ce qui se passe en fait? Et c'est là où ça va être intéressant de creuser parce que on ne sait pas si le bon temps c'est 1 minute ou 15 minutes, mais ce qu'on sait c'est que l'écart est trop important entre eux. Si c'était 1 minute et 1 minute 30, on se dit ouais ça doit être pareil. Mais là, c'est trop important, il faut agir sur ces procédures. Il faut aussi penser souvent à demander à rentrer des contrôles entre certaines étapes, comme en demandant par exemple une grandeur physique. Par exemple, comme je l'ai dit, une température pour vérifier que le four ou le réacteur est chaud avant de lancer la production. Cela permet de contrôler, mais aussi de proposer un embranchement vers de suite possible, comme on l'a vu dans l'exemple. Voire même, toujours comme je l'ai expliqué, de détecter un problème fort ou faible avant qu'il ait lieu et d'envoyer un ordre de travail à la GMAO pour la maintenance. Ce qui est génial pour la maintenance, c'est que du coup, ils reçoivent un ordre de travail qualifié de la panne et ils peuvent envoyer directement le bon mainteneur avec les bonnes compétences et le bon matériel. Et non pas un premier mainteneur qui vient voir et en fait faire le boulot qu'avec la procédure l'opérateur fait, qui lui-même en fait ce mainteneur va dire d'accord, donc on a besoin de quelqu'un qui connaît l'électricité et en particulier l'automatisme avec tel automate, donc je vais envoyer Daniel. Donc là vous gagnez beaucoup de temps parce qu'en plus souvent la maintenance est très occupée, donc avant qu'il vienne faire ce premier diagnostic il peut s'écouler plusieurs heures, puis lui-même va demander à quelqu'un d'autre, vous pouvez facilement perdre une journée. Résultat, vous avez bien compris que grâce à ces procédures, les opérateurs de conduite, de maintenance et tout le monde dans l'usine va reprendre le contrôle de cette usine. Vous allez réduire
vos coûts de stock, vos coûts de maintenance et vos coûts de non-production grâce à cette méthode. On sait qu'en général, le retour sur investissement sur une telle solution est entre 6 et 12 mois. Téléchargez un résumé de cette vidéo avec les graphiques montrés, dont l'exemple de procédure de démarrage en cliquant juste là-haut. Si vous avez apprécié cette vidéo, merci de la liker et de vous abonner. Cela, en plus de me motiver, m'aidera à vous proposer plus de contenu. Les commentaires sont ouverts pour me dire ce que vous avez aimé et moins aimé dans cette vidéo. Par exemple, était-elle trop détaillée sur un point, pas assez sur un autre? Vous pouvez aussi me donner des sujets de vidéos qui pourraient vous intéresser. Cette chaîne est là pour vous, alors influencez-la avec votre voix. N'hésitez pas à partager avec un ami qui en aura besoin. Cette vidéo m'a pris 15 heures entre la recherche, l'écriture, l'enregistrement et le montage. Une dernière chose, répondez à cette question en commentaire. Quel est chez vous l'équipement qui vous cause le plus de panne et en connaissez-vous l'origine?